soit le jour des événements. Le procès a été expéditif et tous les avocats de la défense ont boycotté le procès parce qu'ils ont vu que c'est un procès dans lequel le pouvoir exécutif dicte ses désirs de règlement de comptes politiques. Toutes les organisations internationales indépendantes de par le monde ont dénoncé l'arrestation arbitraire, la torture et le procès inéquitable. 7 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont aussi dénoncé dans un rapport commun que les arrestations étaient arbitraires, qu'il y avait torture, crime de torture et que le procès était inéquitable. Tout le monde, toutes les chancelleries du monde libre ont dit que nos amis, ont publié que nos amis ont été arrêtés seulement dans le cadre de règlement de comptes politiques et que ce sont des détenus d'opinion. Malgré tout, et le monde entier, que ce soit organisations non gouvernementales, organismes gouvernementaux ou États du monde libre, ont réclamé la libération immédiate et sans condition de nos amis et ont réclamé aussi une enquête indépendante sur les actes de torture et la publication de ce rapport. Le communiqué du département d'État américain a parlé et allé dans ce sens. Malgré tout, nos amis ont été transférés dans une prison à des centaines de kilomètres au nord, dans le désert de Nouakchott, pour les empêcher d'être en contact avec leurs avocats, d'être en contact avec leurs médecins, d'être en contact avec leur famille. Et aujourd'hui se tient le procès en appel. Et étant donné que tous les dispositifs mis en place par les autorités et les dispositifs du procès est inéquitable, nous avons suggéré donner cette information à nos avocats ici présents qui se sont constitués pour nous. Nous avons suggéré de transmettre à la presse par conférence publique tout le dispositif inéquitable, du procès inéquitable qui est mis en place à Zouérat aujourd'hui pour juger nos amis. Et c'est dans ce cadre que nous sommes dans cette campagne de sensibilisation en Europe. Dans le cadre de cette campagne, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le conseiller Afrique du président François Hollande, Thomas Melino, en compagnie de maître William Bourdon. Et cette rencontre revêt pour nous une importance capitale, en ce sens que la France, surtout, mais aussi tous les autres pays d'Europe, de l'Union européenne, ont des relations privilégiées avec la Mauritanie, des relations économiques, des relations sécuritaires. Et l'état de la situation des droits de l'homme, de l'état de droit en Mauritanie, ne permet pas à un État qui a des valeurs démocratiques et de droits de l'homme de continuer à garder ces échanges normaux avec un pays comme la Mauritanie dans sa situation actuelle. C'est pourquoi notre démarche est d'amener les Européens à mettre en avant dans la coopération avec la Mauritanie les valeurs des droits de l'homme. Car nous n'acceptons pas une indignité sélective que le monde peut avoir vis-à-vis des injustices en Afrique. Nous pensons qu'il n'y a pas une grande différence entre le régime d'apartheid en Afrique du Sud et le régime de racisme d'État et d'esclavagisme en Mauritanie. La seule différence, c'est que l'apartheid en Mauritanie est non écrit, non codifié. Et aussi, ceux qui promettent l'apartheid à la tête de l'État sont des Arabo-berbères et non des Afrikaners, des Européens blancs. Voilà, et la situation est celle-là. Je permets à nos conseils aussi de prendre la parole. Alors, merci beaucoup Biram. Juste un mot pour dire que on a été soulagé avec Biram surtout du fait que la demande qu'elle avait faite d'être reçue
par le Conseil d'Afrique soit accepté. C'est vrai que si on avait indexé nos espoirs sur le silence ou la réaction extrêmement timide de la France après les condamnations, on avait le droit d'être sceptique. Et donc c'était un soulagement pour Biram d'avoir pu être entendu par le Conseil d'Afrique. Alors tout à l'heure, enfin aujourd'hui, au début d'après-midi, on a déposé une plainte au nom de 13 militants. Nous ont constitué, nous, les 3 avocats, entre les mains de Madame Emmanuelle Devos de Ouest, dont vous savez que c'est la procureure chargée, responsable du pôle crimes internationaux au TGI de Paris. Pour comprendre les enjeux de cette procédure, il faut souligner que la première procédure sur le fondement de la compétence universelle qui a abouti en France était relative à un capitaine qui poursuivait ses études à Montpellier, qui s'appelait le capitaine Elie Oulda. C'était il y a 15 ans, c'était le premier procès d'assises qui s'est tenu en France et qui a condamné Elie Oulda, le chef de torture, sur le fondement de la compétence universelle. C'est ce même fondement auquel est adossée la plainte. Alors, pour avoir été à l'initiative, il y a déjà 15-20 ans, d'un certain nombre de procédures fondées sur la compétence universelle, je vais juste en 2 mots rappeler ce qui fait obligation, à notre sens, à la France, l'obligation immédiate d'identifier dans la liste qu'on fournit au parquet ceux des responsables dans l'appareil politico-militaire mauritanien qui sont susceptibles d'être de passage en France. Le critère de la compétence française n'impose pas que soit établie une résidence permanente. Il impose simplement qu'il y ait une présomption de passage. C'est le critère aujourd'hui retenu par l'ensemble des démocraties modernes. Or, la présomption de passage, elle est établie à la fois par le fait qu'il y ait une coopération technique entre les 2 pays indans, notamment au titre de la lutte antiterroriste, et que dans le cadre de cette coopération technique bilatérale, les mêmes responsables de cet appareil politico-militaire de la torture infligée à ces 13 militants sont parfois les mêmes qui sont les interlocuteurs de la France, que donc ils peuvent être amenés assez régulièrement à venir en France. C'est la responsabilité de la France, c'est ce que nous nous demandons d'identifier, d'intercepter et de poursuivre ces responsables. C'est une obligation internationale impérative qui pèse sur notre pays. Il n'y a rien à dire de plus, si ce n'est de rappeler qu'il n'y a aucun doute sur le fait que nos clients ont été très gravement torturés. Il y a toute une documentation qui le prouve. Il y a des dizaines, un nombre considérable de rapports d'ONG et d'institutions internationales qui établissent la pratique massive de la torture dans les prisons mauritaniennes. Dernier mot avant de laisser la parole à Amélie Lefebvre, qui pourra compléter éventuellement sur la compétence universelle si elle le souhaite, et aussi Georges-Henri Gauthier sur les institutions européennes. Dernier mot pour dire que quand un régime est à bout de souffle, bas de l'aile, et dans une spirale de discrédit national, discrédit régional, discrédit international, eh bien, on cherche des logiques de bouc émissaire et on instrumentalise la justice pour créer la division à coup de procès politiques montés de toutes pièces. C'est de façon caricaturale le procès qui vient de s'ouvrir à Nouakchott. Georges, Amélie. Moi j'ai 3 choses à dire, toutes simples. La première, c'est qu'en tant qu'avocat, parfois on est plus utile loin du prétoire, donc en France plutôt qu'en Mauritanie, parce qu'on voulait aller en Mauritanie tous les 3 assister et défendre ceux qui tout de même luttent contre l'esclavagisme, et c'est en accord avec les confrères mauritaniens qu'il valait mieux faire entendre une voix ici, plutôt que d'aller se perdre dans un procès de justification et de complaisance avec le système mauritanien qui nous aurait dit, voyez, vous êtes à 1000 km dans le désert, vous pouvez exercer votre droit de la défense alors que tout est pipé. Donc, la première chose, c'est de dire, nous sommes ici pour représenter et défendre nos clients, mais estimons qu'il est plus utile de crier ici. De crier quoi? C'est ça, je crois, qui est important, et que trop peu savent en Europe,
il y a encore des gens qui naissent attachés et qui meurent attachés. Quand on en parle, je crois que les gens sont incrédules. Quand on leur dit qu'il y a 20% d'une population qui peu ou prou se trouve réduite à l'esclavage, les yeux s'écarquillent. Quand on vous dit que ce sont des Noirs africains uniquement, les gens sont de plus en plus incrédules. Eh bien, ça existe, et c'est la lutte que nous menons. On en a mené d'autres avec Amélie et William. Celle-ci, on veut qu'elle aboutisse à ce que le monde sache qu'il y a encore des esclaves, que ceux qui les défendent sont pris, torturés, odieusement torturés, et ont des procès loin de la capitale pour que les années de prison qui pleuvent, hein, ce sont des années, c'est 15 ans, c'est 10 ans, c'est 3 ans, pour que ces années de prison qui pleuvent, eh bien, ne soient plus acceptables. Alors, troisième idée, William l'a dit tout à l'heure, l'Europe. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons toujours un rôle subsidiaire. En déposant une plainte de compétence universelle, on a un rôle subsidiaire parce que la première chose, ce serait d'avoir une justice dans le pays. Elle est inexistante et j'ai relevé que nos amis mauritaniens avaient un très beau mot pour dire ça. L'impératif de stabilité empêche qu'il y ait des procès sur place. Il faut que le régime soit stable, on ne fait pas de procès autre que pipé sur place. Donc, manifestement, l'impératif de stabilité empêche qu'on juge ceux qui torturent, empêche qu'on juge les généraux qu'on a cités dans la plainte, empêche qu'on juge les exécutants. Et donc, ils ne seront pas jugés en Mauritanie. Ce qu'on essaie de faire, c'est s'ils mettent le pied en France, s'ils mettent le pied peut-être en Belgique, on l'a fait avec d'autres, en Allemagne, au Royaume-Uni, on mène ces guerres depuis 25 ans. Si on peut faire en sorte que ces gens qui viennent parader, se soigner, ici rejoindre des amis, vivre dans une aisance certaine pour ne pas dire autre chose, si on peut les arrêter, eh bien, il faut que nos pays les jugent en fonction de cette règle qui existe depuis 60 ans, on connaît trop peu. Là où le crime est commis, peu importe, du moment que sur Terre on puisse les juger. Donc il faut les juger quelque part. En Europe, ce sera en France, ce sera en Belgique, ce sera en Allemagne, mais on est là comme des chiens de garde pour dire, vous mettrez un pas dans notre pays, au moins on va faire réfléchir, vous serez jugé pour ce que vous avez fait. Voilà les trois choses que je vous ai dit. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'on en parle, on continue à agir, et peut-être que dans quelques semaines, peut-être que dans quelques mois, peut-être que dans quelques années, pensons à des procès comme ceux d'Hissène-Habré, on a dû lutter pendant 15 ans, William, Amélie et moi, avec d'autres, et bien peut-être que pendant toutes ces années, on permettra que ces gens soient poursuivis, de monter des dossiers en toute égalité, en toute équité, pour faire en sorte qu'ils soient jugés devant une chambre éventuellement internationale. Pas uniquement la CPI, mais des chambres peut-être africaines, qui pourront dire exactement ce qu'est la torture, ce qu'est le traitement inhumain et dégradant que ces gens ont dû subir, subissent encore aussi. Voilà, ici, c'est les trois choses que je pense. Juste un dernier mot. Évidemment, donc là, on saisit les juridictions françaises d'abord. D'autres pays ont également ce mécanisme de la compétence universelle. On se tourne également vers les institutions européennes dans une action qui ne serait pas que judiciaire. Il y a aussi une prise de conscience politique au titre de la coopération. Et donc de la même manière, on est en train d'étudier la saisine de différents instruments internationaux, notamment le Comité des droits de l'homme à Genève, et les différents rapporteurs spéciaux sur la torture, mais aussi sur l'indépendance de la justice, pour se saisir de ces 13 plaignants et d'essayer de faire, d'essayer d'avoir une réelle prise de conscience également de ce côté-là, et de mettre en place des leviers politiques qui sont extrêmement difficiles à faire bouger, mais qui font nécessairement partie de la solution, pour qu'il n'y ait pas seulement des condamnations,
mais qui est vraiment un vrai changement législatif de mentalité et une réelle protection pour cette communauté spécifique en Mauritanie. Compléter un peu. Ouais, on va compléter, peut-être on va passer aux questions. Juste à propos, il y a un sous-jacent dans cette funeste histoire. Le sous-jacent, c'est les nouvelles formes de chantage que les dictateurs, les despotes africains exercent maintenant sur l'Europe et notamment sur la France. Chantage au cadre desquels ils monnaient parfois une réelle efficace lutte contre le terrorisme et parfois une lutte contre le terrorisme feinte d'affichage. C'est le cas en Mauritanie. Contre un silence de la France sur la reprise d'exactions, sur la répétition de graves violations des droits de l'homme, sur la confiscation des ressources publiques au profit d'un clan, ici le clan de M. Aziz. C'est ça l'effet pervers absolu de la lutte contre le terrorisme, c'est que ça accentue l'institutionnalisation de l'impunité des grands criminels de sang, des grands criminels d'argent en Afrique, en Mauritanie et ailleurs. C'est sans doute un des nouveaux paradigmes de ces dernières années, et de ce point de vue, nous le répétons, nous ne pouvons que regretter une certaine timidité de la France au regard de l'aggravation de la situation en Mauritanie, notamment à l'aune de ce procès. Voilà, peut-être maintenant les questions. Avant les questions, je veux dire que... Peut-être un témoin. Ouais, il y a ici ces généraux qui perpétuent cette impunité en Mauritanie et ce système unique d'esclavage et de crimes de toutes sortes, économiques, humains, de sang. Et leurs victimes ne datent pas d'hier, pas d'aujourd'hui. Ils sont des récidivistes, ces généraux, ces colonels qui sont au pouvoir en Mauritanie. C'est pourquoi il y a ici des personnes qui ont perdu les leurs. Elle a perdu son mari, qui est froidement tué dans le cadre des assassinats collectifs qui ont visé les Noirs entre 1986 et 1992. Voilà, à vous les questions. Peut-être que certains d'entre vous seront À la intéressés marge. d'accueillir certains témoignages après. Peut-être des À la questions à marge. nous et peut-être Oui, après. ensuite, peut-être des interviews de certains Oui, d'entre oui, vous. à la marge. Maintenant, pour les questions. Deux petites questions. La première sur l'Union européenne. Est-ce que vous avez contacté le Parlement européen? Et deuxièmement, au sujet de cette réunion avec le conseiller Afrique, vous êtes sorti avec de l'optimisme ou des paroles diplomatiques? Les rames sur la deuxième question et peut-être pas sur le Parlement. Ouais. Mais le Parlement a déjà sorti une résolution. Alors, est-ce que tu es sorti optimiste de la réunion avec ton instance? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr que je suis sorti optimiste parce que j'ai mesuré que la question est comprise et que l'état de la situation des droits de l'homme en Mauritanie, et qu'elle est comprise par les responsables français. Reste maintenant de quelle manière et à quel degré les mécanismes de réaction de la France va se faire. Le Parlement européen a déjà sorti une résolution condamnant la Mauritanie sur l'esclavage le 18 décembre 2014. Mais je pense que les parlementaires sont plus progressistes que les gouvernements. J'allais répondre très brièvement sur le Parlement européen, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. On vous attend. On vous attend parce que le Parlement européen bougera s'il y a dans l'opinion européenne, s'il y a dans les journaux européens, s'il y a quelque chose qui affleure. Le Parlement est tellement sollicité, il y a tellement de réunions tous les jours qu'on n'a pas envie d'avoir une réunion qui se tienne le 18 décembre et puis basta, on n'en parle plus. Donc ce qu'on voudrait, on en a parlé évidemment alors que notre intervention tout de même assez récente, c'est sur base de documentation, sur base de ce qui se passe maintenant, saisir des parlementaires européens afin que lors d'une réunion, ils puissent non pas uniquement prendre une résolution, mais éventuellement avec la francophonie, avec les États qui sont concernés par le respect des droits de l'homme
peut-être en Afrique, je pense au Sénégal, je pense à d'autres États qui pourraient peut-être se dire, mais oui, menons des enquêtes et voyons ce qui se passe en Mauritanie. C'est l'éclairage qu'il nous faut maintenant en Mauritanie, à la fois par les journaux occidentaux, mais aussi par les parlementaires, et tout ça, ça viendra, mais vous avez raison, c'est important, il ne faut pas que ce soit gâché par une toute petite annonce qui alors tomberait et sombrerait dans l'anonymat quelques semaines plus tard. On est d'accord? Moi, quand même, je suis d'accord. Ok. Sur la compétence universelle, est-ce que vous pouvez revenir en détail sur par quel mécanisme juridique ça peut être activé? Donc il n'y a pas besoin que les ressortissants soient franco-mauritaniens ou quoi que ce soit. La compétence universelle est un principe qui existe depuis des décades, qui a commencé, pardon, on va faire un cours sur la compétence universelle, mais sur la piraterie entre les deux guerres, et qui s'est progressivement universalisé après la Seconde Guerre mondiale. C'est sur le fondement de la Convention du 10 décembre 1984 de New York, qui a été ratifiée par la France, ratifiée également par la Mauritanie. Et cette convention fait obligation aux États qui la ratifient d'intercepter les suspects de torture quand ils passent sur leur territoire. Cette obligation d'interception fonde une compétence automatique du juge, sans condition de nationalité, ni du suspect, ni de la victime. Donc, le fait qu'il soit de nationalité de ceci ou de cela est totalement indifférent. Le fait qu'il passe sur le territoire français. C'est le passage. C'est ce qui a fondé l'arrestation du capitaine Bouddha il y a 15 ans. C'est ce qui a fondé l'ouverture de la procédure dite des disparus du Beach, qui a permis l'interception du général Dabira. Je suis un des avocats des parties civiles et Jean-Jean Ribotier également dans ce dossier. Il y a un certain nombre d'exemples, mais ce qui est certain, c'est que les mécanismes des compétences universelles impliquent la rencontre de deux dynamiques. Une dynamique, celle des plaignants et des ONG, qui alertent et qui demandent à la France de respecter ses obligations. Et l'autre dynamique, c'est celle qui résulte d'une volonté politique, c'est-à-dire de la mettre en œuvre. Parfois, il y a des résistances. L'histoire franco-africaine est pleine de résistance et d'ambiguïté dans la mise en œuvre de cette compétence universelle. Aujourd'hui, nous attendons de la France qu'il n'y ait aucun atermoiement. Nous, on sait, dans la liste, des dizaines de noms de responsables mauritaniens, que nombreux sont ceux qui viennent en France. Ils viennent en France au titre de la coopération, ils viennent en France parce que leurs enfants y font des études, ils viennent en France parce qu'ils y ont un patrimoine, ils viennent en France parce qu'ils y ont parfois quelques petites affaires privées, pas toujours d'ailleurs très honorables. Voilà, donc il y a une fréquence de passage qui rend absolument possible et probable une interception, si encore une fois on y met les moyens. Et en attendant leur passage, est-ce que la justice peut commencer Ce qu'on attend du parquet, c'est qu'il y ait l'ouverture d'une enquête, et le sens de l'ouverture d'une enquête, c'est justement à la fois de vérifier et de confirmer la réalité, de documenter tout ça, et en même temps de mettre en place un système de surveillance, d'identification de ceux et de celles qui auraient des intérêts en France ou qui auraient des raisons institutionnelles de s'y rendre. Tout ça, ce sont des informations qui sont publiques. Les services de police et les services français en général ont ces informations. Ça ne demande pas des recherches absolument kilométriques. Nous pensons que ceci doit être fait. Et ce déclenchement d'une enquête, il est automatique ou bien ça... C'est à l'examen du parquet de Paris, mais des situations analogues et similaires nous font penser qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'enquête dans ce dossier. Je peux peut-être ajouter deux petites choses à ce qu'a très bien dit William. C'est la réserve qu'on connaît notamment dans mon pays, en Belgique, où les gens sont invités au Parlement européen, ou invités à l'OTAN, ou invités. À partir du moment où on a un chef d'État, il y a une jurisprudence internationale, ou un ministre des Affaires étrangères qui est invité, même si on a une plainte bien documentée, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas inviter quelqu'un et puis le mettre en taule. C'était un élément pour moi.